nouvelle est tombée à l'instant. L'Irak accepte de fournir la liste de ses équipements nucléaires. Hier, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU avaient donné 2 semaines à Bagdad pour révéler la nature et les sites de toutes ces installations nucléaires. Bagdad cède finalement à la pression des alliés. Philippe Pister. Ces menaces n'ont aucun sens puisque nous nous conformons aux résolutions des Nations Unies. En substance, la réponse du représentant irakien à l'ONU à l'avertissement que viennent de lui transmettre les ambassadeurs des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Au terme de cet avertissement, l'Irak a jusqu'au 25 juillet pour révéler l'emplacement de ses sites nucléaires, conformément à la résolution 687. Suite une menace à peine voilée, insistant sur les graves conséquences qu'entraînerait pour Bagdad le non-respect des décisions du Conseil. Ces derniers jours, les experts de l'ONU et de l'Agence internationale de l'énergie atomique se sont vus refuser à plusieurs reprises l'accès à certains sites nucléaires irakiens lors de visites impromptues. Devant ces obstacles au contrôle, Washington hausse le ton. Hier, selon des informations du New York Times, George Bush aurait donné son accord à l'administration pour sélectionner une vingtaine d'objectifs à bombarder en cas de refus persistant de l'Irak. Pendant ce temps, les forces alliées poursuivent leur retrait du nord de l'Irak. Ils s'installent à présent en Turquie, à proximité de la frontière irakienne. Un retrait qui a provoqué aujourd'hui un mouvement de colère des Kurdes irakiens. Ils étaient près de 4000 à protester au poste frontière de Habour et à l'entrée de Zaro. Sur les pancartes, des slogans en anglais « Ne nous quittez pas, qui va nous protéger ?» Deuxième jour d'attente sans succès pour la famille d'Abdelmoumen Diouri. L'opposant marocain expulsé de France est toujours actuellement au Gabon. Le ministre de la Défense de Libreville affirme le maintenir pour sa sécurité. Le point sur cette affaire, Caroline Sins, Joseph Tual. Deuxième jour d'attente à Roissy, cette fois encore en vain. Moumen Diouri est toujours enfermé dans sa chambre d'hôtel à Libreville. Son médecin a pu le rencontrer brièvement hier. Le docteur Lefebvre, rentré aujourd'hui du Gabon, témoigne. Première chose que je lui ai dite quand je l'ai vu le matin, je lui ai demandé quand rentrez-vous. Il m'a dit mais si c'est possible ce soir avec vous par l'avion. Donc la réponse était claire. Je lui ai dit qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Il m'a dit j'attends que les Gabonais me disent que je peux rentrer. Il attend que les autorités gabonaises le emmènent à l'aéroport comme elles l'ont pris en charge là-bas. En fait il attend la position symétrique de celle qui s'est passée. Le gouvernement français ne cesse d'affirmer que Diouri est libre de rentrer en France. De leur côté, les autorités gabonaises assurent que Diouri peut partir quand il veut. Alors pourquoi n'est-il toujours pas arrivé? Le gouvernement gabonais m'a fait savoir que M. Diouri avait été envoyé au Gabon dans le cadre d'un accord entre les deux pays. Le gouvernement gabonais ne relâchera M. Diouri que si dans le cadre de cet accord la France le réclame. Or, vous le savez, il y a une décision de justice. La France ne l'a pas réclamé encore, donc le gouvernement français a un double langage et cela, je tiens à le souligner. En outre, Moumen Diouri n'a plus aucun papier officiel sur lui. Lors de son expulsion, la DST lui a tout retiré. Ce soir, Diouri ne pourra vraisemblablement pas prendre le seul avion à destination de Paris. Succès mitigé pour les manifestations de Harki aujourd'hui. Des rassemblements dans plusieurs villes de France pour marquer leur déception après les premières mesures gouvernementales prises en leur faveur. À Nîmes, ce que l'on appelle les oubliés de l'histoire était reçu à la préfecture du Gard, FR3 Montpellier. Nous avons un tout petit problème avec ce sujet. Voilà, tout de suite ce reportage de FR3 Montpellier. Les harkis de Saint-Laurent-des-Arbres ont fait le siège de la préfecture du Gard. Arrivés en fin de matinée à Nîmes, ils entendaient protester contre l'arrestation de Mohamed Berkane, l'auteur du tir contre un gendarme mobile lundi dernier. À l'heure actuelle, parce qu'il a balancé du plan soi-disant sur un terrestre qui restait 1 heure, alors on le met en prison sous quel prétexte? Et encore les conditions, dans quelles conditions ça a été fait? On a déshonoré sa femme, on a humilié ses enfants. La gendarmerie est allée à midi, avec aucun respect. Soit le préfet, soit n'importe lequel, c'est du voleur. Il ne marche pas honnête. Comme on a marché, nous, avec le drapeau français. Regarde, nous, on a combattu, on a perdu notre dignité, notre sang et notre terre avec la France. En début d'après-midi, la tension retombée. Une délégation de 6 personnes franchissait les grilles de la préfecture. L'entrevue avec le directeur de cabinet du préfet durera près d'1 heure et demie. Le dialogue a, semble-t-il, porté ses fruits. Bernard Guérin a promis de transmettre le message des harkis au Premier ministre. La détermination des harkis reste totale. Les mesures annoncées hier par Edith Cresson ne satisfont pas la communauté. Profitant des barrières prévues pour le défilé du 14 juillet, les harkis ont alors barré la nationale devant la préfecture.
Alors que l'hôtel Matignon multiplie depuis 2 mois les discours de fermeté face à la politique commerciale du Japon, Jacques Calvet clame haut et fort son exaspération. Si le laxisme de l'Europe continue, le patron de PSA menace de démissionner et d'entrer dans la vie politique. Marie-Hélène Tichou. Jacques Calvet hausse le ton. Le patron de Peugeot SA menace de démissionner. Sa crainte, que Bruxelles arrive à un accord avec les constructeurs automobiles japonais sur l'ouverture progressive des frontières européennes. Or, Jacques Calvet veut le statu quo pendant 10 ans et déjà en avril, il était catégorique. Je suis persuadé que cet accord ne se fera pas. Ce serait un très mauvais accord. Mais la menace se précise. Un accord cadre entre la Commission de Bruxelles et le gouvernement japonais pourrait être bouclé la semaine prochaine. Alors le patron de Peugeot demande au gouvernement français d'intervenir pour appeler l'Europe à plus de fermeté. Sinon, eh bien, il démissionnera et fera de la politique. Pour l'instant, ce ne sont que des paroles. Cet homme a connu la haute administration au ministère de l'économie, dans le cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, la finance comme PDG de la BNP, l'industrie comme PDG de Peugeot SA. Depuis quelques années, il pense à la politique. Certains de ses amis disent qu'à la tête de son empire automobile, il commence à s'ennuyer. Retour à l'étranger avec la crise yougoslave. 14 heures de discussion dans la nuit d'hier pour dire oui aux accords de Brioni. La présidence yougoslave a accepté d'appliquer le plan de paix élaboré par la communauté européenne, mais le président slovène rejette à l'instant le document de la présidence. Marie-Odile Pagnès. Un plan de paix qui ravive les tensions. Pour Milan Kučan, le président slovène, les accords de Brioni adoptés par la présidence collégiale yougoslave sont irréalistes et inapplicables. Ils constituent un nouvel ultimatum du pouvoir central de Belgrade contre la Slovénie, poursuit Kučan. Cette nuit, la présidence collégiale a assorti les accords obtenus lundi dernier sous l'égide de la Troïka européenne de nouvelles exigences et de nombreux délais que refuse le président slovène. Selon le document, toutes les formations armées devront être démobilisées avant le 18 juillet minuit. Seuls subsisteront l'armée fédérale et la police régulière. Mais pour les Slovènes, pas question de démobiliser les milices sans garantie de paix, surtout si l'armée yougoslave peut, elle, poursuivre ses manœuvres. Le compromis sur les frontières obtenu à Brioni est lui aussi remis en cause. Les forces slovènes devront abandonner leur contrôle au profit des fédéraux avant mardi minuit. Les accords de Brioni ont été vidés de leur sens, accusent les Slovènes, et les espoirs de paix en Yougoslavie semblent s'éloigner. C'était prévu et c'est arrivé pour la deuxième vague de départ en vacances des juilletistes. Les bouchons sur les routes de France, des difficultés toute la journée dans la vallée du Rhône. Demain, journée verte, vous pourrez partir tranquillement. Le train Paris-La Rochelle en musique, 540 passagers ont vécu aujourd'hui au rythme des Francopholies. Le festival de la chanson francophone commence ce soir. 540 jeunes venus d'une trentaine de villes de banlieue. Reportage Jean-Jacques Bazier et Guy Nevers. Les Francopholies de La Rochelle ont débuté ce matin gare d'Austerlitz. Sur le quai attendait un groupe steel band, histoire de donner aux 540 jeunes de banlieue le ton de 6 jours de musique non-stop. La musique, pour beaucoup, c'est leur raison de vivre, mais avec des tonalités différentes de celles proposées aux Francopholies. Tous ce matin écoutaient dans le train du rap, du rail, de la house music, loin, très loin du concert de Jens Follies proposé ce soir. Mais peu importe, la majorité a quand même fait son choix dans la vaste programmation francophone. Ils étaient tous apparemment enchantés de quitter pour quelques jours leur banlieue. On va se taper Jens Follies et Véronique Sanson. Demain, il y a Johnny Hallyday, il y a Papa Wemba, Patrick Bruel, il y a Mano Negra, Elmer Footbeat. On a plein comme ça. C'est pas le style de tous les jeunes, mais certains jeunes, ils aiment Johnny Hallyday. Ils aiment Bruel, c'est pas interdit de les aimer. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les jeunes, je dirais, il y a un échange, quoi. Un échange culturel. Durant cette semaine, les jeunes des cités vont participer à plusieurs activités, comme par exemple la vidéo. Dès ce matin, les apprentis journalistes débutaient leur reportage. Ils pensaient à se rester à la maison. Alors qu'est-ce que tu vas faire au Francophonie, au Festival des Francopholies? Pour faire un reportage? Ouais, pour faire un reportage qu'on repassera à d'autres jeunes qui n'ont pas pu malheureusement venir. Pourquoi ils n'ont pas pu venir? Parce qu'il n'y avait pas assez de place. Déjà, bon, là, il y a pas mal de personnes qui partent, mais il y avait plus de demandes que d'offres. Alors, donc, il y en a qui sont restés chez eux, quoi, malheureusement. À l'arrivée en gare de La Rochelle, les jeunes Parisiens étaient attendus par les jeunes Rochelais. Tous vont se retrouver dès ce soir sous la tente, en attendant de retrouver Richard Boringer, le parrain de cette opération.
Une importante escroquerie aux acédiques a été découverte à Sens, dans les milieux turcs. Le préjudice s'élèverait à 10 millions de francs. Une quarantaine de personnes ont été interpellées. 2 avions de tourisme se sont écrasés ce matin à la suite d'une collision en vol à Venette, près de Compiègne. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de l'air. Reportage FR3 Amiens. L'un devait atterrir, l'autre décoller. Difficile de savoir ce qui s'est passé ce matin au-dessus du terrain d'aviation de Margny-les-Compiègnes. Toujours est-il que l'un des 2 appareils a terminé sa course folle sur cette maison, à Venette, à 2 km environ du lieu de la collision. Le pilote, un jeune homme de 17 ans à peine, est grièvement blessé et c'est sur le pavillon de l'un des membres de sa propre famille que l'avion est venu s'écraser. Dans le second appareil qui est tombé à pic lors du télescopage, 2 hommes sont morts. Un pilote de ligne de 43 ans, installé dans l'Oise, et son fils, qui, selon les premiers éléments de l'enquête, était, semble-t-il, aux commandes. À l'aéroclub de l'Oise, à Margny-les-Compiègnes, on ne veut faire aucun commentaire. Impossible donc ce soir de connaître exactement l'origine de cette terrible collision en vol. Une collision en vol sur laquelle les enquêteurs de la police de l'air et des frontières devront pourtant bien vite faire toute la lumière. La première cité européenne de l'espace vient d'être inaugurée à Cannes. Son originalité, elle regroupe en un seul lieu tout un tissu technologique et industriel. Et pour une fois, elle est ouverte aux adultes des entreprises tournées vers l'espace. Reportage Daniel Durandet et Laurent Pelletier. Se familiariser en vraie grandeur avec toutes les contraintes de l'espace, c'est ce que propose désormais la première cité européenne de l'espace de Cannes, aux jeunes spatiens, mais aussi, c'est nouveau, aux entreprises ouvertes sur le futur. 112 multiplié par 37. Centre d'entraînement, mais aussi centre d'initiation aux sciences et aux technologies nouvelles de l'espace. Le Space Camp, c'est une démarche qui s'appuie sur la réalité des choses, sur les sensations réelles d'un vol spatial, sur la réalité des équipements. Et donc, il est essentiel d'avoir la réalité à portée de la main. Et la réalité de l'espace, ici, c'est l'établissement d'aérospatial, c'est le site d'intégration d'Hélios, et c'est aussi beaucoup d'autres choses et beaucoup de projets. Les jeunes spatiens laisseront bientôt la place aux ingénieurs et aux techniciens des entreprises européennes tournées vers l'espace. Le but, motiver les adultes comme on a su ici captiver depuis 2 ans les plus jeunes. C'est la volonté de faire en sorte que ce goût pour l'espace qu'ont les jeunes et bon nombre de nos concitoyens, ainsi qu'en attestent tous les sondages d'opinion, mais que ce goût puisse trouver une concrétisation matérielle et que l'on entretienne cette passion pour ce qui sera demain un des points essentiels du développement de nos sociétés. En patronant cette cité de l'espace, le ministère, en partenariat avec l'industriel aérospatial, apporte désormais une véritable caution scientifique et technique à ce premier centre européen d'entraînement et d'initiation. Cela devrait permettre aussi d'amener à terme le monde économique et industriel français à s'investir et à croire encore un peu plus à l'avenir du spatial. Sport, le bouleversement prévu a bien eu lieu aujourd'hui sur la route du Tour de France. À l'issue de la 8e étape, un contre-la-montre, Thierry Marix a perdu son maillot jaune au profit de Greg LeMond, éblouissant. Fignon et Delgado décevant cet après-midi. Résumé de l'étape, Jean-Philippe Guillain. Le grand vainqueur de cette étape contre-la-montre, c'est lui, l'Espagnol Miguel Indurain. Le coéquipier de Pedro Delgado s'impose après 1h35 minutes 44 d'efforts solitaires à plus de 45 km/h de moyenne. Comme prévu, ce parcours exigeant et sinueux en Basse-Normandie a creusé les écarts et révélé la forme véritable de chacun. En baisse, l'Italien Capucci qui termine à plus de 4 minutes d'Indurain. Laurent Fignon puise dans ses réserves pour limiter l'écart à 3 minutes 39 de l'Espagnol. Le spécialiste des contre-la-montre, Eric Breukink, sait qu'il peut terminer la journée vêtu de jaune. Il creuse rapidement l'écart avec Greg LeMond. 20 secondes d'avance pour le Néerlandais après 20 km, 26 secondes à 10 km de l'arrivée. On croit alors que l'Américain va s'incliner nettement devant Breukink, mais le leader des PDM à gauche sur l'écran est parti sur des bases trop élevées. Il ne va pas pouvoir soutenir ce rythme fou. Dans les derniers kilomètres et la descente vers Alençon, c'est le triple vainqueur du Tour qui passe devant. Breukink se désunit complètement et pioche sur sa machine. Il va finir 4e de l'étape derrière LeMond et Jean-François Bernard. Greg LeMond lutte jusqu'au bout contre le chronomètre. Il va terminer à 8 secondes d'Indurain et s'empare du maillot jaune que Thierry Marix n'avait plus la force de défendre. Au classement général, LeMond possède maintenant 1,13 d'avance sur Breukink, 1,21 sur Abdjoudaparov, 2,17 sur Indurain et 3,11 sur Jean-François Bernard, le meilleur français.
Formule 1, depuis le Grand Prix du Canada, on avait l'habitude de voir 2 Williams-Renault en première ligne. Cet après-midi à Silverstone, Ayrton Senna réussit le 2e temps après Mansell. Williams-Renault et McLaren sont donc en pole position. Alain Dorgance. Nigel Mansell éblouissant dans son circuit, son V10 Renault étincelant. Le Britannique a bien préparé son feu d'artifice. Quoi de plus naturel quand l'apothéose se disputera demain, un 14 juillet. Le final, sous la forme du Grand Prix de Grande-Bretagne, se présente sous les meilleurs auspices pour le bouillant pilote de Williams-Renault qui signe le meilleur temps au terme de la dernière séance d'essai officielle, s'emparant par là même de la pole position. Mais pas aux côtés de son coéquipier Riccardo Patrese, une habitude bien ancrée au sein de l'écurie Williams-Renault. Cette fois, Mansell devra partager la première ligne avec Ayrton Senna. Le 14 juillet pourrait bien être la fête du Brésilien, coutumier du meilleur chrono, qui s'intercalera demain entre les 2 Williams-Renault. Après avoir exigé un moteur plus fiable, les motoristes Honda ont répondu à l'ultimatum de Senna. Le moteur qui propulsera la monoplace du Brésilien, version Spec 3, sera équipé d'un nouveau propulseur, rendant plus tonique sa McLaren, qui s'est soufflée depuis le Grand Prix du Canada. À Silverstone, Senna tentera de conforter son avance au championnat du monde, un acquis qu'il gère efficacement, en dépit des dernières contre-performances de sa McLaren. La grille de départ est conforme à la hiérarchie des constructeurs, malgré les soucis rencontrés par Ferrari qui positionne ses 2 bolides en 3e ligne seulement. Confirmation en football, 2 autres clubs rejoignent Bordeaux en division 2, Nice et Brest. Une décision prise aujourd'hui par le Conseil de la Fédération française de football. Une autre forme de sport, la première voiture à énergie solaire. C'est un Alsacien qui l'a construite. Une petite merveille immatriculée il y a quelques semaines. Un prototype qui surprend ou agace parfois. Reportage Gilles Chavanel. 250 kg, 405 cellules photovoltaïques. Il va de ce coup son culbute battu par ses sacoches. C'est le bancaire à l'état brut, sa démarche il bancroche. 4,60 m de long, 1,70 m de large, 60 km/h maximum. Il est l'animal à 3 pattes, le béquillard des bois. Celui qui claudique et qui boite par amour du guingois. Consommation l'équivalent de 1 demi-litre à 1 litre au 100. Autonomie 200 km avec soleil, la moitié par mauvais temps. Voilà pour la carte de visite du premier véhicule solaire autorisé à circuler sur route. Les gens le long de la route me sourient, m'applaudissent. Tout le monde dit que c'est une bonne chose. Est-ce qu'un jour vous envisagez de faire construire ou de construire de façon semi-industrielle ce type de véhicule? J'espère que les grandes sociétés comme Peugeot, Renault s'y mettent. Moi personnellement, je prévois de faire un 2e véhicule, un biplace. Et mon ambition, c'est la sécurité, faire un véhicule qui serait capable, en théorie, d'affronter le test crash. Sur la route encore, moi au volant, elle a la place du mort. On est content avec ma femme, ils sont contents avec sa femme, de notre ruban de macadam. Le goût de l'aventure, la soif de contact humain et surtout l'envie de mieux connaître l'Europe de l'Est. C'est pour cela que 160 jeunes étudiants participent à un raid européen. Le trajet Pau-Paris-Moscou, organisateur l'Université de Pau. Et sur la ligne de départ, Laurence Bobillet et Louis Aubert. Au petit matin à Pau. Les équipages engagés procèdent aux dernières vérifications et derniers petits sommes avant le départ. Le voyage sera long, Pau, Paris-Moscou, les jeunes sont motivés. Pour l'aventure, pour le pied, pour visiter, pour plein de choses. C'est toujours vous qui allez conduire? Non, on est 4, on se fait. Vous savez pas, c'est tout droit. Bonne route. 53 équipages participent à ce raid. Ils sont étudiants originaires d'une quinzaine de régions. À leur côté, des équipages tchèques, anglais et des portugais. Non, pas ça, le carton de pointage. Nous avons des choses à offrir à les mairies de tous les pays où nous irons passer, toutes les cités où nous passons, nous avons des choses à offrir. Montrez-nous un peu. Non, 25 kilos de non, sel. mais 75 kilos de sel pour offrir. On va leur faire goûter comment c'est le confit canard. Les motos, s'il vous plaît.
avait la route à faire. Au cours de leur périple, ils vont rencontrer et nouer des contacts avec des étudiants de l'Europe de l'Est. La première étape les a conduits à Paris. Et nous retrouverons bien sûr Laurence Bobillet et Louis Aubert toutes les semaines sur la route de ce raid. Une expérience unique pour le 45e Festival d'Avignon. Armand Gatti, l'enfant terrible du théâtre, met en scène les enfants de la banlieue, celle d'Avignon, des exclus qui ne viennent pas parler de leurs conditions de vie, mais de Dieu. L'aboutissement d'un travail de 6 mois. Reportage de Dominique Poncet et de Jean-Jacques Ledeuil. Éternellement vêtu de noir, toujours en lutte, Armand Gatti, 67 ans. Le seul homme de théâtre à donner régulièrement la parole aux exclus. Depuis janvier dernier, il fait répéter une vingtaine de jeunes venus des quartiers durs d'Avignon. Il a une fois de plus placé la barre très haut, thème imposé pour ce spectacle, Dieu. On ne leur accorde une crédibilité, à partir du moment où ils parlent, que s'ils s'expriment en tant que drogués, anciens drogués, nouveaux drogués, en tant qu'habitants de HLM, en tant que casseurs, en tant que repris de justice, etc. C'est leur seule crédibilité, lorsqu'ils s'expriment, qu'on leur accorde. Leurs contemporains font peser sur eux, disons, une forme d'esclavage qui est celle du langage. On droit qu'à un langage détérioré, dévalorisé. Moi, j'ai pas fait d'études, donc l'histoire de l'humanité, je ne la connais pas du tout. Et Armand Gatti nous a appris ce qu'était et ce qu'est l'histoire de l'humanité, et il nous a renforcés dans notre intégrité. C'est vrai que depuis que, personnellement je le connais, je sais que les mots et la parole, ça a eu une énorme importance dans la vie. Dans ce qu'on est tous les jours. Il n'y a pas besoin de faire du théâtre. Mais les mots, c'est vrai que quand on a le verbe, comme il dit, c'est bon, quoi. Et c'est un peu, disons, la prise de conscience de cette richesse qui est à nous. Moi, je ne suis rien du tout là-dedans. Je suis anarchiste et que pour moi, je me suis toujours battu pour la prise de conscience et pas pour la prise de pouvoir, comme tous les autres partis, organismes, mouvements, etc. À la fin du mois, quand les projecteurs s'éteindront définitivement sur ces empereurs aux ombrelles trouées, Armand Gatti reprendra son bâton de pèlerin. Mais il ne laissera pas tomber ces jeunes. À tous, on proposera des stages de formation. Après avoir réappris la parole, ils auront la chance d'apprendre un métier. Un coup d'œil à présent sur les rapports du tiercé, quartet plus et quintet plus qui se couraient aujourd'hui à Enghien. Il fallait jouer le 10, le 8 et le 11. Rapport pour 6 francs dans l'ordre d'arrivée, 9 978 francs 60. Dans un ordre différent, 866 francs 40. Pour le quartet, vous ajoutez le 14. Dans l'ordre exact, vous gagnez 26 200 francs 80. Dans un ordre différent, 966 francs 40. Enfin pour le quintet, 10, 8, 11, 14 et 4. Rapport pour 10 francs dans l'ordre d'arrivée, 539 800 francs, une belle somme. Et dans un ordre différent, 4 023 francs. Voilà, et je vous rappelle la principale information de cette fin de journée. L'Irak accepte de fournir la liste de tous ses équipements nucléaires. Voilà, fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Florence Klein. Je vous retrouve à 21h55 pour Soir 3. Très belle soirée sur la 3. Au revoir.